Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SoDeep Tech 2024, donc le festival des Deep Tech de Systématique qui propose de traiter différents sujets liés justement au Deep Tech et à votre quotidien. 2023, il y a eu donc la première édition avec 3 journées de webinaires. Cette année, ce que nous vous proposons justement, voilà. Ce que nous proposons aujourd'hui, donc, c'est 3 jours de webinaire plus une journée en présentiel qui aura lieu après-demain sur Paris pour échanger sur des sujets stratégiques tels que la cybersécurité, le quantique, l'IA générative et les financements. Vous pourrez aussi participer à une session d'émergence de projets, intégrer différents rendez-vous aussi de montage de projets en one-to-one et une place de l'innovation qui vous attendra pour découvrir 8 innovations particulièrement inspirantes à tester en live. Vous pouvez vous inscrire encore donc gratuitement. Vous trouverez les liens d'inscription en fin de webinaire sur une slide dans le chat. Donc moi, c'est Alexandre Hervin, je coordonne le Trade Security au sein de Systématique. Et je vais tout de suite passer la parole. Alors là, vous retrouvez aussi donc le programme. Je vais passer la parole sur le coup pour cette plénière du JT Blockchain Web3. À Naja. Alors juste avant, oui, il y a petite comment utiliser finalement, c'est ça que c'est important. Alors, si vous avez des questions, vous avez justement l'onglet questions pour les poser. Il y a une partie de chat aussi où vous pouvez échanger entre vous. Tous les webinaires sont enregistrés et ils seront proposés justement en replay par la suite. Voilà le programme de ce jour avec la partie accueil. Je vais passer la parole par la suite à Naja. Une première partie sur la confiance dans les blockchains programmables des smart contracts et NFT avec Thomas Benoît de Settlestone. Nous parlerons du rôle de la blockchain dans le passeport numérique européen avec Eric Pila de la société Cara7. Et nous aurons justement une partie avec des regards croisés sur les évolutions récentes des blockchains, la partie interopérabilité, blockchain et aussi l'impact climatique avec Mélanie Damour de XRPL Commons, Brian Lokili de Nomanic Labs et Simon Thomas de Hexagon. Nous aurons justement des moments d'échange sur la partie questions et réponses. Nous retrouvez la photo de nos intervenants. Et là, je vais passer justement la parole à Naja Nafa, le CEO de TierTech, les membres du comité de pilotage de Cyber and Security, et c'est aussi lui donc le leader du groupe de travail blockchain Web3. Et je vais donc te laisser la parole pour introduire le sujet du jour et par la suite nos intervenants que je remercie d'avance. Bon, merci Alexandre. Vous m'entendez bien? C'est bon. Très bien. Pour avancer les slides, moi, j'arrive pas à le faire, hein, donc voilà. Bon, donc Alexandre, bienvenue à cette plénière du groupe de travail sur la blockchain, le Web3. Alexandre a déjà introduit les conférenciers, les intervenants, la manière dont on va conduire la session. Donc, il y a 2 sessions en fait de 45 minutes. La première, c'est des keynotes. Et les keynotes, ça veut dire qu'on vous présente un sujet, on va un petit peu en profondeur. Il y a une keynote technologique. Ça valorise un petit peu l'aspect smart contract sur les blockchains parce que tout ce qui est exécutable sur la blockchain, ça tourne autour des smart contracts. Et là, Thomas Benoît va nous parler de ces outils pour rendre fiable, tester la résilience des smart contracts. Et ça sera suivi par un cas d'usage. Ce cas d'usage, ça sera Eric Pila qui va parler du Digital Product Passport, le DPP, et l'intérêt de le réaliser à travers la blockchain. Alors, s'il y a des questions, on les prend à la fin de cette session relative aux 2 sujets qui viennent d'être présentés. Et on passe à la deuxième session qui est un panel où on va vous donner l'état de l'art des blockchains et en choisissant deux parmi les plus importantes qui sont Ripple, XRPL et Tezos qui sera présenté par Nomadic Lab. XRPL sera présenté par Mélanie Damour. Là, ça vous donne une idée de 2 blockchains qui sont complètement opérationnels, qui traitent énormément de transactions avec des volumes importants. Et Simon Thomas de Hexagon, c'est pas une blockchain qu'il offre, mais il offre un service de nœud multiprotocole
Et il est intéressant de voir comment le business case de Exaion se développe avec des questions bien précises qui vont lui être posées. Bon, avant donc de passer aux intervenants, je vais vous donner un petit flash rapide, parce que le temps avance, sur ce qui se passe sur les fronts de la blockchain. Alors aujourd'hui, on peut définir 3 fronts. Il y a 1 an ou 2, il y avait d'autres fronts qui étaient définis, mais là, c'est d'actualité. Il y a un aspect économique, et c'est surtout autour de la crypto-économie, les finances. Il y a un aspect technologique, où les développements et l'innovation autour de la blockchain ne s'arrêtent pas. Et enfin, un aspect social et réglementaire qui est indispensable pour que les solutions soient opérationnelles. Donc, sur l'aspect économique, un grand zoom. Slide prochain. Next slide. Voilà. Un zoom sur l'aspect économique. Donc, après une année 2023 qui est qualifiée d'une année hiver ou winter, à cause de l'affaire FTX, où quelques milliards ont été volés par les fondateurs de FTX, et tous les écosystèmes autour de la blockchain ont pris une belle secousse. Mais l'année 2024 a été vraiment un décollage extraordinaire. S'il faut retenir de l'année 2024 3 mots-clés, je vous propose les ETF, la tokenisation et les stablecoins. Voilà les 3 piliers de ce qui se passe aujourd'hui autour de la blockchain et qui permet de croire que sa croissance est inévitable et va progresser. Alors les ETF, c'est des Exchange Traded Funds, c'est des instruments financiers qui suivent l'évolution du Bitcoin, par exemple, d'une crypto-monnaie. Et ça donne confiance à des investisseurs d'acheter des ETF auprès des grands géants là, qui ont obtenu l'agrément comme BlackRock, Fidelity et Grayscale, au lieu d'aller avoir un wallet et ouvrir des comptes auprès des plateformes d'échange avec énormément de risques sur le hack. Donc les ETF, c'est vraiment quelque chose qui a consolidé énormément le secteur. Et vous avez des grandes banques aujourd'hui qui déploient auprès de leurs clients des services, des ETF, et on trouve Bank of America, Wells Fargo, et ainsi de suite. Je ne veux pas les citer tous. Donc voilà un produit financier qui redonne la confiance dans les crypto-monnaies aux investisseurs, quelle que soit leur taille. Après, vous avez la tokenisation. Donc après une période où on a imaginé qu'avec les NFT, les choses vont toujours vont évoluer positivement, finalement, les NFT, qui représentaient d'ailleurs des collections d'objets d'art, qui soient numériques ou bien d'objets d'art physiques, mais plutôt numériques, avec des prix incroyables, ils ont complètement chuté. Il y en a qui ont pris 50% de réduction, d'autres même 90%. Par contre, la tokenisation elle-même, qui est un processus d'ancrer sur la blockchain de la propriété, ils ont pris un décollage incroyable avec ce qu'on appelle les real world assets, c'est-à-dire la possibilité de mettre sur la blockchain des actifs physiques, des actifs réels. Et ça a permis de créer pas mal d'instruments financiers autour de ce qu'on appelle la real world asset. Et il y a des géants des finances qui ont commencé à investir sur le RWA, et on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose comme 16 000 milliards de dollars en marché autour de la RWA dans quelques années. Pour les stablecoins, c'est incontournable. Il y a 2 géants qui sont Circle et Tether, qui ont des stablecoins adossés au dollar et qui vont commencer à faire une indexation par rapport à des matières premières, comme l'or, comme le pétrole, et ainsi de suite. Donc les actifs alternatifs maintenant rentrent dans le jeu, et ça permet une plus grande stabilité que adosser le stablecoin au dollar américain. Et ça a également donné un secteur qui est vraiment en croissance exceptionnelle.
Il y a eu la capitalisation des deux géants des stablecoins, c'est autour de 130 milliards de dollars. Et le volume de règlement en 2023 a atteint 10 000 milliards de dollars. Donc, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Donc, voilà un petit résumé de la situation sur le plan économique. Le CBDC, qui est l'euro digital, le monde entier est en train d'expérimenter la monnaie digitale, mais personne... Enfin, il y a 2 pays qui ont mis en production le CBDC, mais la plupart des grands pays attendent toujours pour, surtout, histoire de réglementation, qui va être la clé de l'ouverture de ce type de marché. Next slide. Alors, sur l'aspect technologique, c'est pas moi, hein, donc c'est le bruit, pardon. Voilà, sur l'aspect technologique, la scalabilité au niveau L2 de toutes les blockchains, c'est en train de se mettre en place. Tezos, probablement, là, quand on va écouter l'intervention de Brian, il va nous parler d'une scalabilité avec le niveau 2. Les blockchains publiques dominent. Le Web3 progresse d'une façon incontournable avec des wallets universels, avec des identités self-souveraines, ainsi que le DPP qui peut être classé dans cette catégorie-là, la tokenisation dont on vient de parler, et beaucoup de decentralized finance, des services de finance décentralisée. Alors, Google introduit les cryptos dans son moteur de recherche, qui également démocratise l'usage de ce type de technologie. Et finalement, il est admis, avec toutes les blockchains qui existent, qu'il n'y en aura pas une qui va remplacer toutes les autres. Il va y avoir probablement une centaine de blockchains, voire plus, qui vont persister et qui vont croître. Et ces blockchains, le besoin d'interopérabilité devient un enjeu majeur pour l'assurer. Et on va écouter sur cet aspect des présentations de différents intervenants dans les sessions qui suivent. Prochain slide. Alors, l'aspect social et réglementaire, la lutte contre les arnaques. Alors, les arnaques, c'est vraiment des milliards de dollars ou d'euros qui sont perdus par les gens qui veulent investir et qui croient devenir riches en quelques mois. Coinbase a pris l'initiative Coinbase qui a pris l'initiative de créer Tech Against Scams avec Kraken, avec Ripple aussi, avec Meta. Et ils vont s'organiser pour arriver à lutter contre les arnaques. Ça, c'est un point important. MiCA, c'est un standard européen que Set in Stone va nous présenter. Donc, c'est fondamental pour arriver à pousser ce type de monnaie digitale en Europe. Et l'impact climatique reste quand même un enjeu majeur et un critère essentiel pour le choix de la blockchain. Alors enfin, on peut dire que sur le plan social, aux États-Unis, pour terminer sur peut-être quelque chose d'anecdotique, mais pas nécessairement, alors que Donald Trump s'est toujours opposé aux crypto-monnaies, il a réalisé dans sa campagne que ça peut l'aider beaucoup, et il a décidé que tous les bitcoins qui vont être minés, il y en a 1 200 000 encore à miner, seront minés aux États-Unis, et il va demander au régulateur, s'il est élu, d'être tendre, donc notamment le SEC, d'être tendre avec les différents acteurs de crypto et de ne pas mettre la pression sur eux comme il se fait aujourd'hui aux États-Unis. Donc voilà le flash que je voulais vous présenter. J'espère que je suis resté dans les temps qui me sont impartis. Néanmoins, j'ai compris qu'il y a un peu de bruit. Je suis désolé. Je ne sais pas d'où ça arrive, parce que pourtant je suis stable. Et là, je vais passer la parole à Thomas Benoît de Set in Stone pour qu'il nous parle des smart contracts et de ses outils pour les rendre résilients. À toi, Thomas. Bonjour à tous, mon nom est Thomas Benoît. Je suis le fondateur et le CEO de Set in Stone. Notre objectif est d'accompagner
les développeurs, les filiales de grands comptes et tout projet entreprise qui veulent démocratiser le Web3 à se protéger, parce que le Web3 se démocratise. Nous sommes dans une ère aussi, les cyberattaques se multiplient. Et je vais vous introduire en fait quelles sont les failles de sécurité qu'on peut retrouver dans les blockchains programmables, dans les smart contracts, et surtout comment on s'en protège. Juste un rapide point sur Set-in-Stone. Set-in-Stone, nous sommes une entreprise, une start-up française, alumni de la station F, localisée à La Défense, au campus cyber. Et notre objectif est de construire un catalogue d'assistants de sécurité pour automatiser votre sécurité Web3, ça veut dire pour être protégé en quelques minutes et non pas en quelques mois. Et nous sommes aussi membres de groupes de travail incluant le campus cyber, la Banque de France, Ledger, la BNP, et aussi membres de la Ligue pour la sécurité du Web3. Dans cette présentation, on va déjà comprendre ensemble pourquoi les enjeux de sécurité de la blockchain sont différents des enjeux en fait du web traditionnel, que les attaques aussi sont différentes, il y a des attaques uniques sur les smart contracts, il faut être au courant et s'en protéger. Et finalement, comment on s'en protège? Je vais donner des méthodes concrètes pour protéger de tout ça. Le premier chiffre pour commencer la présentation, chaque année, il y a des milliards de dollars qui sont dérobés sur les smart contracts dans des attaques et en fait, des vols de fonds. Quand je parle de smart contract, ce n'est pas la blockchain en tant que telle, qui est un socle technologique qui intègre énormément de cryptographie et qui est solide. Je parle des applications qu'on construit sur ce socle. Donc, c'est des projets de NFT, de DeFi. Il y en a des sécurisés, il y en a qui sont moins protégés. Et parmi ceux qui malheureusement se sont fait attaquer, par exemple l'année dernière, 1,8 milliard de dollars ont été dérobés. Il y a plusieurs freins pour un projet à pouvoir se protéger correctement aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ces freins-là, mais c'est surtout comment vous n'allez pas finir dans ces 1,8 milliard cette année. Donc au niveau des frictions, au niveau de la sécurité Web3, qu'est-ce qui empêche un projet de bien se protéger? Quels sont les freins? Déjà, il y a peu de talents et de ressources en sécurité. De manière générale, dans l'industrie, globalement, il n'y en a pas beaucoup. Mais dans un milieu aussi spécifique que la blockchain et le Web3, il y en a encore moins. Et il faudrait une personne dédiée derrière chaque projet. Alors, il y a des bons talents, mais ils ne sont pas assez nombreux pour ça. Une autre difficulté, la difficulté de corriger une faille une fois qu'on l'a détectée après le déploiement de l'application. Une des propriétés de la blockchain, c'est l'immuabilité. Une fois que vous déployez un smart contract, une application dessus, vous ne pouvez plus le modifier. Donc, bien sûr, si jamais vous détectez une vulnérabilité, il faudra indiquer à vos utilisateurs d'utiliser un autre smart contract, une autre application. Et donc, on a des contraintes qui sont les mêmes qu'en hardware security. Donc, par exemple, quand vous construisez des cartes électroniques ou des voitures. Si vous construisez une voiture, vous allez construire un bureau d'études de votre voiture, la protéger au maximum. Vous allez la fabriquer en usine et la distribuer chez des concessionnaires. Et si vous détectez un problème sur la pédale de frein après distribution chez le concessionnaire, il faudra appeler tous vos utilisateurs qui reviennent chez le concessionnaire, vous donnez notre voiture. C'est un peu la même chose avec les smart contracts. Donc c'est pour ça qu'il faut se protéger énormément avant. On n'est pas comme dans le web traditionnel, où on peut corriger une fois l'application déployée. Et une autre contrainte, surtout pour les projets avec un enjeu de tendance, comme les NFT et la DeFi, la finance décentralisée, vous devez être dans les cycles de tendance. Si vous construisez un projet qui est sorti après le cycle de tendance, vous avez du mal à capter en fait des utilisateurs et à rentabiliser votre projet. Donc certains projets peuvent être assez rapides sur un cycle de développement, peuvent avoir du mal à se protéger correctement parce qu'ils se jouent contre la montre. Ça, c'est vraiment des frictions qui peuvent empêcher en fait un projet de bien se protéger et qui expliquent en fait le chiffre qu'on a vu en fait tout à l'heure. Un autre enjeu, donc qui n'est pas une friction, mais qui est vraiment un enjeu de structuration. On en parle depuis le début de cette plénière, mais le Web3 et la blockchain se démocratisent. Et qui dit démocratisation dit aussi structuration. Des régulations commencent à apparaître, c'est le cas du MiCA en fait en Europe. Donc l'objectif est de donner un cadre légal sur l'ensemble de l'Europe, qui soit homogène sur les pays membres, et qui va remplacer les cadres légaux qui existaient déjà, les régulations existaient déjà, comme par exemple la loi Pacte en France, sortie en 2019. L'objectif aussi est de permettre à la demande aux utilisateurs d'identifier quel projet ont fait les efforts de structuration nécessaires grâce au Crypto as Service Provider, donc le CASP, qui permet d'identifier ces projets-là. Il va y avoir aussi en fait des requirements au niveau donc en fait d'enjeux climatiques environnemental, mais aussi sur l'aspect sécurité. Parce que le MiCA inclut que les projets en fait de crypto-monnaie, le crypto-asset financier et les mêmes en fait normes de sécurité, avec le DORA notamment dans les enjeux, dans les projets de finance traditionnelle. Donc, tout ceci permet cette harmonisation-là. Vous voyez bien que les enjeux en fait Web3, les enjeux d'application blockchain sont différents que dans le web traditionnel. Et en plus, les failles et les vulnérabilités ne sont pas les mêmes.
C'est des vulnérabilités qui sont propres à ces technologies. Pour illustrer ça, je vous ai montré un exemple, une vulnérabilité qui a été identifiée en mars 2024 par les chercheurs en sécurité Treilobit, qui va cibler notamment en fait les transactions allant en fait des layer 2 de layer 1. Donc c'est une technologie qui est les layer 2 qui se démocratise notamment pour des plus de scalabilité, de mise à l'échelle en fait de structure blockchain, mais il y a des nouvelles vulnérabilités. Donc notamment là, c'est un exemple de vulnérabilité du out of order des retrievable transactions. Donc l'idée, c'est quand vous réalisez une transaction, je vais être un peu technique juste pour illustrer l'aspect de cette vulnérabilité. Après, on reviendra sur les sujets plus globaux, juste pour comprendre la singularité de ces attaques. Donc le retrievable transaction, c'est notamment qui est présent sur Arbitrum Nitro. L'idée, c'est quand un utilisateur veut réaliser une transaction en layer 2, il faut que ça s'effectue aussi en layer 1, mais qu'il y a un risque qu'elle ne s'effectue pas en layer 1. Donc il y a un mécanisme de retrievable pour réessayer de rejouer la transaction en ajoutant plus de frais de transaction de gaz. Le risque potentiel, c'est que certaines actions, certains services nécessitent une séquence de transactions, qui est plusieurs transactions pour réaliser une même action, et que si une de ces transactions n'est pas réalisée, par exemple à cause d'un utilisateur malveillant qui a bloqué la transaction ou d'un problème en fait quelconque, l'action va mal se réaliser, il y a des fonds pour être bloqués quelque part, dérobés ou je ne sais quoi. Donc bien entendu, il y a des façons de s'en protéger. Il faut prendre les transactions les plus indépendantes des unes des autres et mettre en fait un mécanisme en fait de vérification de balance pour vérifier tout va bien. Donc ça, c'est une vulnérabilité qui n'existe que dans le Web3, les applications blockchain. Des nouvelles sont découvertes régulièrement parce que les technologies évoluent, notamment avec Settingstone pour autoriser votre sécurité, pour identifier ce genre de vulnérabilité et vous en protéger. Et tout ça, ceci en fait pour vous mettre pour vigilance là-dessus. Donc on a compris que les enjeux étaient différents, on comprend que les vulnérabilités ne sont pas les mêmes, mais comment on va s'en protéger. Donc je vous ai en fait mis en fait une méthode, 3 piliers pour pouvoir protéger. Donc ça découle d'un guide que j'ai pu en fait partager en octobre dernier, qui permet justement, au moins de la sécurité, qui permet de protéger si vous déployez des produits Web3 au sein de l'organisation. Donc le premier pilier est détecter avant de vous faire hacker, détecter des vulnérabilités avant de vous faire attaquer. Réagir, parce que si jamais vous faites attaquer, comment il faut réagir, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour vous protéger, et finalement, comment gérer votre sécurité, donc avec vos utilisateurs, mais aussi avec vos développeurs et ceux qui construisent les applications. Vous protéger avant en fait, de vous faire attaquer, l'idée est de réaliser, c'est pas sorcier, de réaliser des audits, régulièrement des audits de sécurité. En fonction de la criticité de votre projet, ça peut aller de 1 à 4 fois par an. Ce n'est pas seulement regarder l'intérieur du smart contract, mais c'est aussi un peu en fait les mêmes normes qu'on peut retrouver par exemple l'ANSI, faire des tests d'intrusion, faire des audits de source code, regarder en fait l'architecture, comment interagit votre application avec d'autres éléments, pour savoir s'ils interagissent correctement, des audits de configuration, voir s'ils sont bien configurés correctement pour votre application, et aussi organisationnel, donc voir les droits d'accès à votre application, voir s'il n'est pas trop simple de prendre des droits d'accès admin pour réaliser des actions sur vos smart contracts. Les audits se réalisent avant le déploiement, mais aussi après, pour détecter éventuellement s'il y a une autre vulnérabilité qui n'était pas connue avant le déploiement, pour rediriger vos utilisateurs vers une autre application. Quelque chose à réaliser aussi sont des programmes de bug bounty, ça veut dire un programme que vous ouvrez et qui va permettre à vos utilisateurs de transmettre des vulnérabilités s'ils en détectent en échange de récompenses. Donc à chaque fois, j'ai listé en fait des exemples en fait, de plateformes qui peuvent vous aider à réaliser, comme Immunify pour le bug bounty. Au niveau du, si jamais en fait votre application devait se faire hacker et que des fonds vont être dérobés, vous aurez dû mettre en place en fait certaines procédures en amont pour vous en protéger, notamment des systèmes de threat monitoring. Le threat monitoring, c'est un peu comme une caméra de surveillance, l'idée de surveiller les transactions sur votre smart contract, identifier si les choses de louche se passent et de le notifier pour que vous puissiez réagir. Vous pourrez mettre en place votre programme, votre réponse à incident, donc un programme que vous avez mis en amont pour communiquer à vos utilisateurs et réagir techniquement pour bloquer ces fonds et les récupérer. Et dernier pilier, la gestion en fait de la sécurité. Donc là, en fait, l'idée, c'est par exemple si vous gérez en fait les fonds de vos utilisateurs dans votre application, vous avez la main en fait sur le portefeuille, de faire appel en fait à des portefeuilles Vault, qui sont des portefeuilles dédiés en fait à la sécurité de vos utilisateurs. La version entreprise de Ledger et Defense vous permettent de réaliser ça. Et vous devez aussi améliorer en fait la sensibilisation de vos développeurs, de vos équipes en fait en interne aux enjeux de sécurité. Donc je vous ai listé plusieurs plateformes qui vous permettent d'être au courant de l'actualité en sécurité, mais aussi en fait des patterns de sécurité pour justement mieux les identifier.
Donc le Web3 est un système qui est grandissant et aussi complexe, mais sa sécurité l'est aussi. Il y a de nombreux acteurs, j'ai pu vous lister sur ce cadran. Et nous, Setinstone, nous nous positionnons sur la sécurité continue. Notre objectif, c'est que vous puissiez automatiser cette sécurité, vous puissiez aller le plus rapidement possible, plus efficacement dans la structuration de votre projet. C'est pour ça que nous avons lancé un catalogue d'assistants de sécurité. Ce sont des plateformes en ligne que vous pouvez vous rendre quand vous le souhaitez, ça peut être à 3 heures du matin si vous le désirez, mais vous aurez une sécurité en quelques minutes. Le premier assistant de sécurité qu'on a présenté pendant la Paris Blockchain Week au Carrousel du Louvre, l'assistant de sécurité des smart contracts en Solidity, donc des applications rédigées dans le langage de programmation Solidity. Vous déposez votre code sur la plateforme via votre repo GitHub public, privé ou Nargesi. Et quelques minutes plus tard, vous recevrez un rapport de vulnérabilité. Vous sera listé l'ensemble des vulnérabilités détectées, vous expliquera quelles sont-elles, quelles sont leurs origines pour sensibiliser vos développeurs, mais vous offrira surtout des guidance tips, donc dira dans votre code et vous dira comment corriger votre code pour ne plus avoir cette vulnérabilité. Donc voilà pour cette représentation de la sécurité des smart contracts. Vous pouvez me répondre à des questions et je vous transmettrai les liens que j'ai évoqués dans la conversation. Et j'ai terminé ma présentation. Je ne sais pas s'il y a un temps de questions. Je répondrai tout à l'heure à vos questions. Merci Thomas. On peut prendre une question rapide s'il y en a, sinon on peut pousser après la présentation d'Eric. On prend quelques secondes. Y a-t-il des questions? On lève la main. Alors, je regarde les questions qui sont dans le chat. Je pense qu'il faut garder ces points qui ont été avancés par la suite, pas forcément directement pour Thomas. Oui. Mais après, les questions ne sont pas liées. Ils ne sont pas liés à la présentation pour l'instant. On les a bien. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y reviendra justement par la suite. Voilà. Merci Thomas. OK. Très bien. Vas-y Eric, à toi. Bonjour. Alors, on va parler du Digital Product Passport et le cadre européen qui a été mis en place tout récemment, l'an dernier. Alors, en fait, je vais expliquer un peu la genèse. En fait, c'est pas le Digital Product Passport est apparu et voté l'an dernier pour au moins les batteries, mais c'est un long process en fait qui a commencé en 2015. Alors là, j'ai un petit problème, c'est qu'il y a des trucs qui ont été transformés. Là. Ça a démarré avec effectivement l'idée de suivre le cycle de produits en 2015. Ensuite, en 2019, il y a le programme, il y a des noms qui disparaissent là. Il y a le programme de... Zut, alors, j'espère que ça ne va pas bousiller toutes mes écritures. OK. En 2019, il y a un programme européen qui s'est intéressé à la sustainability et au net zéro. Là, c'est le Green Deal, quoi. Dans le Green Deal, en fait, il y a le Sustainable Product Initiative qui a été lancé avec une volonté de faire un éco-design autour des produits pour qu'effectivement, il y ait on se dirige vers une empreinte carbone neutre. Dans ce cadre-là, en fait, la Commission européenne a proposé de mettre en place un Digital Product Passport en 2021 qui a conduit en 2023 à l'adoption du Digital Product Passport pour les batteries qui va être obligatoire à partir de 2027 et également pour les vêtements, on va le voir. En fait, le Digital Product Passport a plusieurs objectifs. Il est là pour mettre de la transparence tout au long de la chaîne de fabrication du produit, l'impact carbone de ce produit, mettre en place une économie circulaire, veiller effectivement aux droits humains et notamment à l'emploi des enfants dans les mines quand il s'agit de la filière de batterie, et effectivement la compliance avec la régulation qui est mise en place au niveau de l'Europe. Donc en fait, il y a un volet qui s'intéresse à l'impact sur l'environnement, un autre sur le cycle de vie du produit, et puis ensuite le recyclage. Tout ça s'inscrit dans le programme ESPA. Alors en fait, l'idée c'est que ce Digital Product Passport soit accessible aux consommateurs
au business et aux régulateurs, voire aux organisations non gouvernementales qui veillent effectivement à l'impact carbone, enfin à tout l'impact RSE. Et donc en fait, ce DPE en fait met en place en fait une définition des données qui permettent d'avoir accès à l'éco-design en face d'un produit qui doit être effectivement mieux designé pour répondre à tous ces critères. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le premier focus va être donné sur les batteries avec une mise en place du Battery Passport en 2027, en février 2027. Ça va être suivi en juillet 2027 sur tous les vêtements et sur l'électronique ensuite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un DPP? En fait, ça comporte deux parties, une qui est les données, l'autre un système. Donc, autant que faire se peut, les données vont essayer d'être, et le système vont essayer d'être unifiés pour pouvoir être cross-filière ou interopérable entre les différentes filières, parce qu'effectivement, il y a des interactions de temps en temps. Mais on définit des données dans un secteur particulier, comme les batteries par exemple, et puis de l'autre côté, on met en place un système qui intègre le stockage, les carrières, c'est-à-dire des QR codes ou autres pour avoir accès aux données, toute une infrastructure de sécurité, d'échange, et puis d'interconnexion avec des API et du processing. Ça implique du coup une standardisation à tous les niveaux sur pas mal de critères qui sont décrits à gauche et qui en fait là c'est en fait une analyse faite par les Allemands, commence par effectivement les standards globaux, puis ensuite européens, puis ensuite bon allemands, mais pour la France ça s'applique aussi, et puis ensuite des standards reconnus au niveau mondial comme le W3C. Puis ensuite il y a des associations qui sont très actives dans ce domaine, comme Catena-X ou Global Battery Alliance ou Gaia-X, qui viennent ensuite après. Donc l'implication pour l'industrie automobile, effectivement, comme je le disais, ça va commencer en 2027 avec ce Battery Passport, et puis effectivement le Green Deal qui a impose en 2035 effectivement la suppression des véhicules thermiques neufs sur le marché. Donc sur le planning pour les batteries, en fait, ça a commencé dès le début de cette année où on met en place une méthode pour calculer l'empreinte carbone des batteries. On peut déjà lire via les BMS, effectivement, le SOH, l'état de santé de la batterie, et on voit que tout ça se déroule jusqu'en février 2027, où le Battery Passport va arriver avec l'application d'une méthode qui sera reconnue, qui permettra de calculer l'empreinte carbone, avec un seuil qui ne sera pas à dépasser, et ce seuil va baisser année après année, de même que le niveau de matériaux utilisés dans une précédente génération de batterie qui va être réutilisé pour développer la nouvelle génération. Ce qui présente un gros avantage pour l'Europe, puisque ça permet d'obtenir une indépendance stratégique par rapport au sourcing de métaux rares, qui est aujourd'hui complètement maîtrisé par la Chine. L'écosystème est assez complexe parce qu'en fait, il y a beaucoup d'intervenants qui viennent, donc ça ne peut marcher que par des consortiums, et ça couvre effectivement toutes sortes d'aspects, comme en commençant par les NGO, les gouvernements, les acteurs industriels qui sont les constructeurs automobiles, et puis effectivement les organisations de standardisation, et puis ensuite effectivement des consortiums qu'on va voir tout de suite. Et en bas à droite, il y a des fournisseurs de plateformes et de services qui vont se positionner pour offrir ces DPP. Alors ça, c'est le consortium allemand, Battery Pass, qui a été créé il y a quelques années, qui a bénéficié de pas mal d'aides allemandes, voire européennes, et qui a un programme qui est très bien construit et bien structuré, et qui leur permet d'avancer dans cette direction. Ils sont en connexion avec le Global Battery Alliance, qui est un autre consortium qui réunit pas mal de monde autour de l'empreinte carbone et également le côté responsabilité et, comme je disais, impact sur les populations. Catena-X est plutôt dans la standardisation des données et CIRPA c'est plutôt dans l'unification des product passports inter-filières. Voilà. Bon, je ne vais pas vous détailler les consortiums, mais bon, donc ça c'est celui-là, c'est Global Battery Alliance qui réunit des gros constructeurs comme Mercedes et beaucoup d'acteurs derrière, dont Mobi, je vous en parlerai plus tard.
Il y a le consortium CIRPAS, où il y a le CEA qui a participé en France et puis une filiale de Total. Mais sinon, grosso modo, c'est quand même beaucoup d'acteurs étrangers, encore une fois, et qui couvrent effectivement les filières batterie, électronique et textile. Voilà. Alors en fait, il ne faut pas regarder cet aspect comme simplement une contrainte, une nouvelle contrainte de régulation européenne qui nous tombe dessus, mais comme une opportunité, parce qu'en fait, ça permet de développer des nouvelles activités, de faire des grosses économies, de mettre de la transparence, et puis d'apporter ce que le marché demande aujourd'hui, c'est-à-dire des produits plus sustainable. Et donc, il y a des analyses qui ont été faites, encore une fois, par ce consortium allemand pour voir où sont les plus gros gisements de valeur ajoutée à créer sur ce cycle. Et donc, ils ont classé ça en plusieurs cycles, en plusieurs thèmes, comme la fiabilité des informations au moment de l'achat, et c'est un sujet très important pour les consommateurs qui achètent des voitures électriques, donc ils ne savent pas très bien ce qu'ils achètent en fait à un certain moment. Et puis après, il y a la fixation des prix, puisqu'une batterie, ça vaut jusqu'à 45% de la valeur d'une voiture. Donc il est absolument essentiel d'avoir une vision très précise de la valeur de la batterie. Puis un recyclage beaucoup plus efficient. Une autre manière de voir les choses, c'est celle-ci, sur la chaîne de valeur ajoutée de la fabrication de batteries, où les mêmes thèmes sont développés selon les catégories que j'ai décrites juste avant. Voilà. Donc, en fait, c'est ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas prendre cette régulation comme une nouvelle contrainte, encore que c'en est une, parce qu'il faut la mettre en place et que ça va coûter de l'argent. Donc, effectivement, la Commission européenne fait très attention à voir comment les PME vont pouvoir adopter une telle régulation. Voilà. Voilà. Donc, j'ai pointé en bas à droite la blockchain et ce que la blockchain peut apporter dans ce domaine. Donc la blockchain, en fait, ça va apporter de la transparence et de la confiance grâce justement à ce qui a été expliqué tout à l'heure sur la blockchain, de la sécurité, parce qu'effectivement, si on traite bien la blockchain, c'est quelque chose d'extrêmement bien sécurisé avec des technologies de crypto. L'efficacité, parce que les blockchains sont de plus en plus efficaces, Mélanie tout à l'heure en parlera, et l'interopérabilité, puisqu'effectivement, on peut mettre autour de ces blockchains de multiples acteurs qui peuvent rentrer de l'information et retrouver cette information de manière immuable, infalsifiable et opposable. Et effectivement, ça permet au consommateur d'entrer dans cette chaîne de valeur et de lui donner, sinon un pouvoir, disons, un accès à cette information pour prendre des décisions en connaissance de cause. Un exemple qui n'a rien à voir avec ce que je décris, c'est le secteur du luxe, où effectivement il y a un consortium Aurora qui a été créé avec LVMH, Prada, Richemont et d'autres acteurs qui les ont suivis et qui adoptent la blockchain et qui disent que effectivement c'est un élément important pour créer de la confiance, de l'authenticité et de la sustainability comme étant des valeurs très importantes à offrir aux consommateurs. Donc on voit bien que c'est quelque chose de très important. Et donc pour finir, nous, Carasset, en fait, on est une start-up qui a démarré dans l'environnement de la blockchain, en commençant avec le consortium Mobi, qui est un consortium américain qui travaille sur la mobilité et les applications de la blockchain dans la mobilité, l'automobile, et qui est également membre de Global Battery Alliance, dont je vous ai parlé juste avant. On a rejoint deux accélérateurs, enfin une résidence, XRPL Commons, je préfère s'appeler une résidence. C'était l'an dernier. Aujourd'hui, on est dans un accélérateur au Portugal, qui a été créé par le HEC local qui s'appelle Nova SBE. On est dans l'association Autotech. Et en fait, on est dans une sorte de studio, puisqu'en fait, dans Commons, qui s'appelle Commons, il y a plusieurs startups qui se lancent dans les DPP, dont une qui s'appelle Evermore, qui est dans le textile. Voilà, et notre solution tourne sur XRPL. Et on développe actuellement, avec des acteurs du marché, un Battery State of Health, qui est un des éléments du Battery Passport. Et voilà, et on veut se positionner comme un fournisseur des Battery Passport. Voilà, juste pour rapidement, XRPL, c'est une blockchain très rapide qui permet à Ripple de faire 1500 transactions par la seconde, ce qui est énorme. Elle est rapide, elle est sécurisée, elle est pas chère et elle est green. Donc on va laisser Mélanie expliquer ça tout de suite. Voilà, donc on sera ravis de discuter avec les acteurs qui sont intéressés par les DPP et notamment dans le secteur automobile pour travailler ensemble. Et l'État, puisque j'ai vu qu'il y avait une question qui passait tout à l'heure sur ce que l'État peut faire, je pense qu'il y a un rôle important à faire pour essayer de rattraper un peu les Allemands qui avancent très vite. Voilà, j'ai fini. Merci Eric pour ce panorama
autour du DPP et d'autres applications. On peut prendre une question ou deux parce que on va démarrer la deuxième session. Il faut le réserver 45 minutes, mais le sujet est tellement intéressant que on peut s'attarder un petit peu pour prendre une question ou deux, notamment au niveau du chat. Peut-être il y a quelques questions. Alors, on peut prendre la question, par exemple, Bertrand Mercier, puisque c'est sur la thématique d'Eric. N'y a-t-il pas de risque d'avoir trop de normes, règles associées au DPP? Comment y remédie-t-on? Alors effectivement, c'est une bonne question parce qu'en fait, c'est quelque chose d'extrêmement complexe dans la mesure où il faut intégrer de multiples acteurs le long de la chaîne de valeur. Alors là, je donne l'exemple des batteries, mais dans le textile, c'est pareil. Il faut aller chercher des fournisseurs de textiles à l'autre bout du monde et puis s'assurer qu'effectivement tout est bien recyclé derrière. Donc c'est une vraie question. Mais il y a des gros groupes de travail qui travaillent dans le cadre d'Horizon au niveau de l'Europe. Et j'invite tout le monde à les rejoindre ou à nous parler tous ensemble pour former des consortiums pour décrocher des contrats Horizon. Donc le CEA a déjà un pied dedans sur les aspects qui les intéressent, mais sous l'aspect data, mais aussi énergie. Et moi j'invite les gens qui sont autour de la table qui s'intéressent à ces sujets-là de nous rejoindre pour qu'effectivement on dépose des dossiers auprès d'Horizon où il y a quand même des gros moyens qui sont mis en place pour arriver justement à cet objectif-là. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Merci. Il y avait une question, mais qui n'était pas sur le DPP, mais sur la blockchain publique. Peut-être qu'on peut la laisser pour la fin. J'ai essayé de répondre par écrit, mais le sujet est tellement vaste que ça risque de prendre du temps de la traiter, mais enfin, on peut l'aborder vers la fin. D'autres questions pour Eric? Sur le coup, je propose, puisque nous sommes arrivés à la moitié du temps du webinaire, de passer aux prochaines présentations et on pourra revenir avec un moment question pour tous les acteurs présents. OK. Ben, on passe au panel. Donc, j'invite donc Mélanie Damour, Brian Lokili et Simon Thomas d'être prêts. Et on commence par la présentation de Mélanie qui va nous parler de XRPL Commons. Mélanie, à toi. Oui, tout à fait, merci. Alors, tac. Du coup, donc, voilà. Donc, bonjour à tous, Mélanie Damour, donc je suis directrice des initiatives stratégiques chez XRPL Commons et deux objectifs à mon intervention aujourd'hui. Donc, le premier objectif qui est de présenter la technologie blockchain XRPL ainsi que ce qu'on fait chez XRPL Commons. Et deuxième objectif, donc démystifier l'impact climatique de la blockchain en général et plus spécifiquement du XRPL. Alors, donc déjà, en introduction, quelques mots sur le XRPL. Donc, c'est une blockchain Layer 1, open source, qui est en général 4 à 5e selon la capitalisation du jour, donc sur le marché, qui a donc été créé en 2012 par 3 développeurs Bitcoin, donc David Schwartz, Arthur Brito et Jed McCaleb, avec l'objectif d'améliorer certaines fonctionnalités du Bitcoin, notamment la puissance de calcul nécessaire pour valider les transactions Bitcoin à travers le minage. Donc, assez énergivore et je reviendrai un petit peu dessus. Donc le XRPL a été créé afin d'adresser des cas d'usage concrets appliqués à la blockchain, notamment au sujet de la DeFi, donc de la finance décentralisée, des paiements et de la tokenisation d'actifs réels. Elle a quelques caractéristiques assez importantes en tant que blockchain, donc elle est très rapide. Les transactions sont réglées en 3 à 5 secondes. Elle est assez peu chère, donc la validation d'une transaction coûte à peu près 10 drops, ce qui est l'équivalent de la fraction d'un centime, et très sécurisée, avec un fonctionnement sans erreur depuis sa création en 2012. Il y a également sur le XRPL des liquidités importantes, notamment auprès de banques, d'institutions et de sociétés privées telles que Ripple, et des fonctionnalités natives assez intéressantes, notamment autour des paiements, donc concernant les paiements directs, multidevises, des fonctionnalités autour des séquestres, les paiements différés partiels, ainsi qu'une plateforme d'échange décentralisée, donc un DEX natif à la blockchain.
Et finalement, une dernière caractéristique assez intéressante du XRPL, c'est qu'il a un impact climatique modéré, ce qui va vraiment être l'objet de cet échange aujourd'hui. Donc, à propos de XRPL Commons, donc on est une association loi 1901, basée à Paris depuis plus d'1 an maintenant, avec pour mission de créer les conditions idéales de succès pour les entrepreneurs et les développeurs de l'écosystème XRPL. Donc pour cela, en fait, on a différentes initiatives autour de nos piliers, autour de l'éducation, du build, de l'adoption et de la communauté. Donc concernant l'éducation, on met en place par exemple des programmes de formation et d'enseignement pour les étudiants, les développeurs et les enseignants, avec notamment différents partenariats académiques et de recherche mis en place avec la Charitaine de l'UNESCO, ainsi qu'avec l'Institut Louis Bachelier. Au niveau du build, l'idée est de fournir les outils et les services nécessaires pour les développeurs de l'écosystème. Donc, on a un programme de résidence de projet sur 12 semaines qui s'appelle l'Aquarium, dont Eric, qui est intervenu précédemment, a fait partie. On a eu donc les 3 premières cohortes sur les thématiques de la régénération, de la propriété intellectuelle et de l'identité décentralisée, avec une nouvelle cohorte qui se lance en septembre sur la thématique de la finance décentralisée. On organise également des hackathons à Paris, mais aussi dans le monde. Et donc, concernant le 3e pilier autour de l'adoption, on aide à identifier, à déployer des cas d'usage concrets sur le XRPL pour des entreprises et des institutions. Finalement, concernant donc le 4e pilier autour de la communauté, donc on fédère la communauté XRPL à travers donc notre community magazine qui est publié tous les 3 mois, des rencontres et des événements qu'on organise à l'étranger, mais également à Paris. Donc, après avoir fait cette petite introduction concernant le XRPL et XRPL Commons, l'idée de ce panel est d'aborder un peu la thématique de la blockchain et l'impact climatique. Donc actuellement, le secteur digital représente à la fois un problème et une solution au changement climatique. Le secteur numérique, donc digital, représente aujourd'hui à peu près 4% des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, avec à peu près 40% issus de la fabrication de nouveaux équipements et à peu près 60% issus de l'alimentation des équipements électriques. En 2025, les émissions du secteur digital pourraient atteindre 8% de toutes les émissions à l'échelle mondiale, ce qui actuellement est assez difficilement compatible avec les accords de Paris. Donc tout ça, en fait, amène un appel à l'action concernant les entreprises du secteur digital et notamment les entreprises et les activités liées à la blockchain. Donc si on regarde d'un peu plus près la chaîne de valeur de la blockchain, l'idée, c'est de comprendre quelles sont les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans un premier temps, le fonctionnement des serveurs est assez énergivore. Donc, les serveurs qui sont notamment nécessaires pour la validation des transactions via la blockchain. Et le refroidissement des serveurs nécessite également beaucoup d'eau, avec parfois également l'utilisation de réfrigérants, qui sont assez polluants. Dans un deuxième temps, on a également la fabrication de différents composants électroniques qui ont un impact environnemental assez élevé en termes d'extraction de matières premières, mais également en termes de fin de vie. Et ces équipements électroniques sont nécessaires au fonctionnement de la blockchain. Finalement, on a également la construction des sites qui sont nécessaires à l'hébergement d'activités basées sur la blockchain, qui a un impact important et négatif en termes d'émissions carbone. Donc, tout ça nous amène à la démarche qu'on a entreprise avec XRPL Commons, qui est d'estimer l'empreinte carbone du XRPL. Donc pourquoi? Il y a différentes raisons. La première raison, c'est d'un point de vue différenciateur. En effet, l'efficacité énergétique est un critère de décision clé pour différentes parties prenantes, notamment des entreprises, les promoteurs, les investisseurs. Un deuxième critère qui nous a poussé à cette démarche est la gestion des risques. C'est nécessaire aujourd'hui d'avoir une base de données robuste d'un point de vue données climatiques comme point de départ afin d'atteindre différents objectifs climatiques via des stratégies de décarbonation.
Finalement, le troisième critère est au niveau de la transparence. La divulgation d'informations liées à l'impact climatique est essentielle pour informer les utilisateurs, les régulateurs, les décideurs, mais également sur le public, sur les coûts et les avantages climatiques du XRPL par rapport à peut-être d'autres technologies ou d'autres blockchains. Et finalement, le dernier impact est lié autour de la régulation. Donc, on a différentes exigences réglementaires aujourd'hui qui impliquent la communication d'impact climatique, avec notamment MiCA, qui régule le marché des cryptoactifs en Europe, qui nécessite actuellement pour que les émetteurs de jetons et les fournisseurs d'actifs crypto divulguent des indicateurs de sustainability d'ici le 24 décembre 2024. Donc concrètement, ces indicateurs sont de l'ordre de 10 métriques autour de l'énergie, des émissions de gaz à effet de serre, de la production de déchets et de ressources naturelles qui sont obligatoires à communiquer d'ici la fin d'année. Donc, on a chez XRPL Commons entrepris une démarche d'estimer l'empreinte carbone du XRPL en partenariat avec un organisme qui s'appelle CCRI, donc CCRI, Crypto Carbon Ratings Institute. Ce sont des chercheurs du MIT qui sont basés à Munich et qui ont établi une méthodologie pour estimer l'empreinte carbone et énergétique de différentes blockchains. Donc pour ça, en fait, ils se concentrent sur les émissions qui sont liées à l'utilisation des serveurs et ils identifient en fait un échantillon d'équipements utilisés pour la validation des transactions sur la blockchain et réalisent différents tests pour avoir des mesures concernant la consommation d'électricité ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. Après avoir donc utilisé cet échantillon, réalisé les tests, ils extrapolent en fait les données selon la couverture géographique de la blockchain et selon les données concernant l'emplacement des serveurs et le mix énergétique local pour avoir une idée de l'empreinte globale et annuelle de chacune des blockchains. Donc, spécifiquement concernant le XRPL, on a fait une évaluation sur deux périmètres, un périmètre cœur et un périmètre étendu. Donc, concernant le périmètre cœur, on a inclus au sein de ce périmètre l'empreinte carbone et énergétique des 132 validateurs. Donc, les validateurs, ce sont les serveurs qui sont utilisés pour valider les transactions du XRPL. Et donc, c'est le périmètre qui est considéré comme vital pour la fonctionnalité de la technologie XRPL, ainsi que le périmètre comme étant utilisé pour la comparaison avec les émissions d'autres blockchains et pour la compliance avec MiCA. On a ensuite donc le deuxième périmètre qui est étendu, donc qui couvre ces 132 validateurs et qui s'étend également à d'autres types de serveurs, donc les nœuds de stock, les nœuds d'historique complet et notamment les nœuds tested. Donc au niveau des résultats, ce qui est intéressant de constater, donc vous aurez également ces résultats en temps réel sur notre site ainsi que sur le site de CCRI, c'est que le XRPL a un impact assez modéré d'un point de vue impact climatique. Et compte tenu en fait de la capitalisation du XRPL qui est aujourd'hui autour de 30 milliards de dollars. Donc concernant le périmètre cœur, on a des émissions annuelles globales de 20 tonnes de CO2, plus ou moins, ce qui équivaut à peu près aux émissions de 3-4 citoyens français ou 12 vols Paris-New York. Concernant donc le périmètre un peu plus étendu, on a des émissions annuelles autour de 160 tonnes de CO2. Donc, pour vous donner un peu un ordre de magnitude, le réseau Bitcoin émet entre 70 et 80 millions de tonnes d'équivalent CO2. Donc, comme je le mentionnais, tous ces résultats sont disponibles en temps réel sur le dashboard qui est sur notre site, ainsi que sur le site de CCRI avec les résultats d'autres blockchains Layer 1. Et je crois que c'est tout de mon côté. Bon, mais merci Mélanie, excellent. Très bonne analyse sur la consommation d'énergie. Il faut rappeler que par rapport au Bitcoin, qui est basé sur le plan du consensus, il est basé sur une résolution d'un problème mathématique complexe pour trouver le hash qui correspond à la difficulté. C'est le seul qui consomme autant. Le reste des blockchains, notamment le vôtre, mais aussi celle de Tezos,
c'est un consensus qui est complètement différent et qui consomme pratiquement rien du tout. Donc, c'est l'illustration un petit peu que vous avez donnée. Ça aurait été intéressant pour savoir une comparaison avec d'autres blockchains que celle de Bitcoin. Mais sinon, c'est très, très bien comme analyse de ce critère fondamental. Et on va passer, on peut prendre une question éventuellement, mais on peut passer à la deuxième. Non, je propose justement d'avoir les prochaines interventions à la suite et D'accord. après on gardera un petit peu de temps pour les questions puisqu'il nous reste une demi-heure de webinaire. Ok. Est-ce que Brian est là ou... Oui, je suis bien présent. Allez, Brian. Normalement, vous m'entendez, vous me voyez. Voilà, Brian, à toi, parce que justement, on a parlé de consensus. Je pense que Tezos a la même approche sur le plan de consensus, des POS, je pense. Mais vas-y, tu traites ce que tu veux. Ouais, effectivement, alors, bon, ça c'est pour en guise d'introduction avant de parler du sujet. Donc, moi, pour le coup, je vais parler plus des sujets Layer 2 et puis l'interopérabilité entre les chaînes. Mais pour me présenter rapidement, du coup, je travaille pour Nomadic Lab en tant qu'Adoption Manager. Mon travail, en fait, finalement, c'est de faire, d'expliquer à toute personne et à vulgariser le mieux possible la blockchain, puis d'accompagner les gens qui veulent construire sur la blockchain Tezos du mieux qu'on peut en étant des facilitateurs. Et donc, du coup, donc Nomadic Lab, qui est donc le hub pour lequel je travaille, qui est le hub pour la Tezos Foundation, de missions qui sont de continuer de faire évoluer le protocole Tezos, parce que c'est un des protocoles blockchain qui a une particularité, qui a une gouvernance on-chain. C'est-à-dire qu'on demande aux validateurs leur opinion sur une mise à jour potentielle. Et donc, si c'est accepté à partir d'une super majorité, euh, on- la mise à jour se met en place. Donc, ça permet d'être du coup très flexible, s'adapter aux besoins du marché et également pouvoir s'adapter aux nouvelles technologies. Parce que si on regarde juste l'informatique qu'il y avait à la création de Tezos, donc il y a 6 ans, et aujourd'hui, il y a une grande progression. Enfin, ça coûte de moins en moins cher pour les calculs, ça coûte moins cher de stocker. Enfin, et du coup, c'est pour ça qu'on le fait de pouvoir faire évoluer une blockchain régulièrement, c'est hyper intéressant pour ces domaines-là. Euh, et justement, en parlant d'évolution, récemment, dans l'écosystème blockchain, pour des sujets de scalabilité, on a décidé, enfin, ça a décidé de passer par ce qu'on appelle des layers 2. C'est, pour faire simple, c'est de mettre les transactions sur la chaîne, mais que tous les calculs qui sont à réaliser sont faits sur un serveur qui est un peu plus, on va dire, centralisé. Et ça permet du coup d'avoir des scalabilités énormes. Si je dois donner l'exemple, par exemple, des layers de Tezos, grâce à la technologie des smart rollups, c'est qu'on pourrait monter à 1 million de TPS. C'est une démo qui a été faite également par nos chercheurs. Et du coup, comme je dis, voilà, on peut monter très très haut, quoi. Et, euh, et tout en étant quand même tout le côté sécurisé, décentralisé de la blockchain du mieux qu'on peut. Donc, sur les Layer 2, un beau cas d'usage que du coup on a mis en place, c'est Etherlink, qui utilise justement cette technologie des smart rollups. Donc ça a été mis en place justement par rapport à la scalabilité possible. Et également, ça devait quand même répondre à d'autres besoins concrets par rapport à l'écosystème Tezos et même à d'autres écosystèmes, qui est déjà l'adaptation aux standards EVM. Pour ceux qui veulent ça, pour donner un peu plus de précision, les machines virtuelles Ethereum, EVM, ça permet de lire les contrats qui sont en Solidity. Donc ça permet de lire un certain type de langage de programmation. Et dans la communauté, c'est devenu un peu le standard. Donc, c'est là où on va avoir le plus de développeurs, etc. Et donc, du coup, on a dû s'adapter aussi au marché là-dessus, donc proposer un Layer 2 qui s'adapte à ce type de langage de programmation. Mais du coup, on s'est dit, il faut quand même qu'on rajoute quelque chose. On peut pas juste faire un L2 EVM. Donc, on a mis en place une gouvernance qui est décentralisée. Donc, les stakers, ça va être, on va dire, c'est un équivalent de validateur, pour faire très simple. Ils vont pouvoir prendre une décision pour savoir qui va être le séquenceur, les mises à jour à faire par rapport au séquenceur. Donc,
histoire que le choix de l'utilisation de la chaîne ne repose pas dans les mains que de, par exemple, la Tezos Foundation. Il y a également une protection MEV, ça c'est plus pour les sujets de finance décentralisée, où la MEV, ça va être des attaques, on va dire un peu, on va dire des attaques sandwich. Donc je vais regarder dans un bloc, enfin dans un même pool, juste avant que ça aille dans le bloc, qu'est-ce qui se passe. Et si je vois quelqu'un qui a fait un gros montant de transactions par exemple, pour échanger une crypto avec une autre crypto, et ben en fait, moi, je vais pouvoir demander à ce validateur de passer ma demande d'achat avant lui, comme ça, au moins, ça me coûte un peu moins cher, et de la revendre juste après lui aussi également, pour simplement avoir maximiser les gains. Et par conséquent, sur Tezos, on a décidé de mettre en place une protection MEV là-dessus, qui en fait empêche aux gens de pouvoir savoir l'ordre des transactions. Je rentrerai pas exactement dans le côté technique, étant donné que c'est pas mon domaine, mais si vous voulez savoir, voilà, vous avez les deux premiers mots qui est le concept. Donc, si vous voulez regarder là-dessus, il y a il y a plein d'informations, même sur le blog de Nomadic Lab, on donne énormément d'informations techniques. Et également, du coup, il fallait être compétitif par rapport à toute autre VM et surtout toute autre L2. Les L2, de manière générale, sont aussi une solution pour réduire les frais possibles. C'était le cas, par exemple, avec Arbitrum, Optimism, ou c'est des L2 Ethereum, pour le coup, et qui profitent du fait que Ethereum coûte extrêmement cher. Ça permet aux gens, du coup, de pouvoir utiliser ces Layer 2, d'avoir plus grande scalabilité et également de payer bien moins cher que sur le L1. Et pour le côté interopérable, parce que c'est en dehors des langages de programmation, il y a vraiment des sujets de mettre en place des standards dans notre industrie, dans l'industrie blockchain. C'est que finalement, si tout le monde parle le même langage, on va pouvoir mettre en place des normes et ces normes-là vont permettre d'échanger plus facilement. Je ne pense pas que demain, ce sera possible de connecter Tezos et Ethereum sans tiers de confiance, sans intermédiaire. Mais du coup, aujourd'hui, il y a quand même des solutions qui sont mises en place, histoire de rendre les choses un peu interopérables. Et par exemple, j'ai donné, donc là, il y a deux exemples qui sont le Wrap Tezos et le TZBTC, qui en fait permettent deux choses. Donc ça veut dire que sur un côté, je vais prendre des thèses que je vais mettre dans un smart contract, ils seront lockés, et par contre, on va répliquer ça sous forme sous forme de token sur une autre chaîne, que ce soit Ethereum, Polygon, Ripple. Et du coup, on va pouvoir permettre de l'échanger, et ils ont du coup la valeur du thèse. Et pourquoi ils ont la valeur du thèse? C'est que si je repars dans l'autre smart contract qui a émis en disant je vais les récupérer sur la blockchain Tezos, je vais pouvoir les récupérer, et puis du coup, on a la valeur classique. Donc on est sur des wrappés, sur des synthétiques, sur d'autres chaînes. Et le TZBTC, c'est littéralement donc une représentation de Bitcoin, mais cette fois-ci sur Tezos. Et ici, c'est le même fonctionnement. C'est basé sur du coup des bitcoins qui sont bloqués dans un wallet. Et l'idée, c'est de se dire, si j'achète des TZBTC, c'est l'équivalent d'un bitcoin puisqu'il est backé. Un peu comme un peu à l'instar d'un stablecoin, par exemple. Donc pour faire tout ça, du coup, on utilise ce qu'on appelle des bridges. Donc, il y a beaucoup de bridges utilisés. Et ça permet de faire passer des assets d'une chaîne à une autre. Donc là, je vous ai parlé du Wrap Tezos et du TZBTC, mais on peut faire ça avec tout, des NFT, etc. Et donc, par conséquent, l'avantage des EVM Rollup et des EVM Rollup de manière générale, c'est du coup l'interconnexion entre celles-ci. Si demain, sur un même wallet qui va commencer du coup par OX quelque chose, si je peux échanger d'une chaîne à une autre tout en gardant mon wallet, en fait, on va pouvoir rendre de plus en plus seamless, enfin sans friction, le travail, l'interaction avec les utilisateurs finaux. Et ce qui va permettre, même si l'interopérabilité, elle n'est pas parfaite parce que finalement l'actif dans une blockchain n'est pas supprimé, il est juste bloqué à un endroit, et pour éviter qu'il y en ait deux qui se baladent et du coup dédoubler un actif. Du coup, on les bloque et il y a un mécanisme comme ça. Alors, tout à l'heure, justement, on disait que les questions, c'était pour la fin.
Et du coup, je vais pouvoir laisser la place à Simon. Merci beaucoup, Brian. Et on va passer à Simon Thomas, Exaion. Bonjour à tous, merci d'être là, merci pour les super présentations qu'on a eues. Donc, je m'appelle Simon Thomas, je suis responsable du département blockchain chez Exaion. Je vais commencer par dire un mot sur qu'est-ce qu'est fait Exaion, qui on est, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va. Et puis parler d'impact carbone des blockchains, parce que c'est vraiment nous dans notre ADN. Et ensuite d'interopérabilité, tout simplement parce que c'est le gros défi que doit relever le monde du Web3 de la blockchain dans l'optique de pouvoir avoir des use cases sur ce qu'on appelle aujourd'hui real world assets, etc., mais qu'on puisse vraiment avoir un back-end mondial globalement qui soit sécurisé grâce à la blockchain et qu'on ait vraiment de la propriété numérique qui puisse servir à différents use cases. Donc, que fait Exaion? Nous, on est une filiale du groupe EDF. On existe depuis 2020 en tant que filiale et on était un projet interne avant d'EDF depuis 2018. En une phrase, on est un fournisseur d'infrastructures responsable pour les nouvelles technologies. Donc, on est propriétaire de nos infrastructures. On a aujourd'hui 2 data centers en France, un data center au Canada. On est en train d'en construire un 2e au Canada. Et quel est notre lien avec EDF et pourquoi sommes-nous responsables, éco-responsables? Car nous reconditionnons des supercalculateurs qui appartiennent au groupe EDF et qui étaient utilisés pour le domaine du nucléaire, qui est un domaine très demandant en puissance de calcul, pour tout ce qui est simulation, calcul scientifique. Et donc, c'est des supercalculateurs qui vont être renouvelés très régulièrement. Un supercalculateur qui a 2 ans, c'est toujours une machine de guerre, globalement. Donc, nous, on va récupérer ces supercalculateurs. On va pouvoir démonter des clusters HPC, donc de calcul haute performance, mais on va globalement les transformer en serveurs. Et grâce à ça, on construit un parc informatique. Donc, on va enlever l'impact carbone qui a été présenté par Mélanie. Donc, la part de l'impact carbone qui est de la fabrication des serveurs, globalement, nous, on ne l'a pas. OK ? Et on va ensuite, pour la deuxième partie qui est l'alimentation, on va se localiser à des zones géographiques qui sont alimentées par de l'électricité qui a un faible impact carbone. Donc, on a 2 data centers qui sont en France, en Normandie, dans une zone qui a un impact carbone qui est de 37 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc, c'est très, très faible par rapport à la moyenne aux États-Unis. On est aux alentours de 200 ou en Allemagne et en Asie, en Chine, qui tourne au charbon, on est plus aux alentours de 600. Donc, on est sur divisé par 20 par rapport à l'Asie. Et on est situé en Amérique du Nord, au Québec, qui est alimenté à 100% aussi par l'hydroélectricité. Donc, on a ces 2 manières de baisser fortement l'impact carbone de nos infrastructures. Et ensuite, on travaille sur des technologies qui sont innovantes, type immersion cooling, qui consiste à pouvoir plonger les serveurs dans un liquide qui va pouvoir venir refroidir le serveur, et ce qui évite d'utiliser de la ventilation qui est qui va coûter beaucoup au niveau énergétique. Donc voilà, ça c'est vraiment sur comment est-ce que Exaion est éco-responsable et quel est le lien avec la blockchain. C'est que nous, sur nos activités blockchain, on va pouvoir héberger des nœuds, que ce soit des nœuds de connexion, de lecture-écriture, on va pouvoir faire des transactions, on va pouvoir lire des informations sur la blockchain. Et on a aussi des nœuds de staking, des nœuds de validation. On va pouvoir venir sécuriser les blockchains donc en proof of stake. Globalement, la quasi-totalité des blockchains hors Bitcoin sont sur du proof of stake, donc la preuve d'enjeu, où on va venir mettre de l'argent en séquestre et sécuriser la blockchain. Si on a un comportement malicieux, on va perdre une partie de l'argent qu'on a
qu'on a mis en séquestre. Donc, ces nœuds, c'est des ordinateurs qui vont communiquer entre eux. Et donc, parler de blockchain éco-responsable, c'est de parler de réseaux d'ordinateurs qui sont éco-responsables. Donc, nous, on va venir avoir cette éco-responsabilité dans nos data centers, synchroniser des nœuds dans nos serveurs. Et ces nœuds, ensuite, on est en train de construire un outil de traçabilité carbone où on va pouvoir prouver de manière, donc il y aura une méthode de calcul qui sera publique, mais prouver et de manière factuelle, c'est-à-dire qu'on contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur du nœud, donc que ce soit au niveau de la production d'énergie jusqu'à le serveur et tout ce qui est au niveau software qui va pouvoir être mis en place, le temps de travail des personnes qui travaillent dessus, etc. S'il y a du transport, prendre en compte le transport. Et donc, pouvoir avoir une méthode très précise de l'impact carbone de l'utilisation d'une blockchain pour une entreprise. Donc voilà, ça c'est aujourd'hui pour nous ce qu'on fait au niveau blockchain. On fait plein d'autres choses. On fait du calcul haute performance pour le domaine de la finance notamment. On fait du quantique. On va héberger 3 ordinateurs quantiques. Et le tout, c'est vraiment on va dire la ligne directrice du groupe EDF qui est de décarboner massivement. C'est aujourd'hui l'urgence. Donc, EDF décarbone l'énergie. Nous, on vient pour décarboner le cloud. Voilà. Et sur l'interopérabilité, nous, on travaille d'assez près, beaucoup dans le monde de la finance. Et en fait, le domaine d'interopérabilité, le problème d'interopérabilité, il est bien réel dans tous les domaines, car on voit que le futur se dessine autour de... Il va y avoir quelques blockchains qu'on appelle de settlements. Donc, c'est des blockchains qui vont être ici pour exister, pour être décentralisés et pour être sécurisés, mais qui vont être assez peu scalables. Et aux alentours, autour de ça, on va avoir une myriade de blockchains qui vont être très spécifiques pour des applications, pour des cas d'application. Donc, que ce soit un cas d'application qui va pouvoir être dans la finance, dans la supply, dans tout ça. Et on va avoir des chaînes qui sont spécifiques à des applications qui vont se développer et qui vont avoir un haut taux de scalabilité, qui vont être optimales pour ce cas d'utilisation. Donc, c'est les premiers à avoir pensé à ça, c'est Cosmos, avec l'Internet of Blockchain. Ensuite, il y a Polkadot qui a repris cette narrative et l'ensemble des écosystèmes reprennent aujourd'hui cette narrative parce que c'est ce qui paraît le plus pérenne et le meilleur cas d'utilisation de la blockchain pour pouvoir passer à un scale vraiment massif. Et donc, tout le défi va être et d'avoir des chaînes qui peuvent être déployées facilement. Et donc ça, c'est là où des acteurs comme nous, Exaion, aujourd'hui, on a 7 protocoles sur nos infrastructures. Tout le but, c'est d'avoir des fournisseurs d'infrastructures, le mieux qui soient éco-responsables, comme nous, qui puissent déployer des chaînes spécifiques sur leur data center. Et ensuite, de permettre une interopérabilité sécurisée et rapide entre ces différentes blockchains. Et qu'il puisse y avoir des messages et des actifs qui puissent s'envoyer de chaîne en chaîne. Alors, s'envoyer de chaîne en chaîne, c'est un peu... on imagine une lettre à la poste, mais globalement, ça va pouvoir être mis en séquestre ou détruit sur une chaîne et créé sur une autre. Et tout ça de manière sécurisée. Et si on regarde, c'est vraiment un défi majeur parce que si on regarde l'ensemble des hacks qui ont été faits, il y a beaucoup de bridges qui ont été hackés. Oui. Et donc, il y a un gros enjeu là-dessus. Ok, merci Simon. Je pense que c'était clair. Il nous reste un petit quart d'heure pour prendre des questions, surtout pour tous les intervenants, pas seulement sur la tienne. Merci encore d'avoir mis en exergue le problème d'interopérabilité. À ce sujet, j'ai mis dans le chat un lien
vers un document élaboré par l'Alliance Enterprise Ethereum qui parle de l'interopérabilité et qui propose, au-delà du bridge, qui est une interopérabilité plutôt financière, où on wrap un Bitcoin, puis on fait les transactions dans un autre, dans une autre blockchain. Là, c'est vraiment un stack technologique dans lequel il y a 3 couches d'interopérabilité, une au niveau applicatif, une au niveau fonctionnel, appel de fonction, et une au niveau événement et message. Donc, pour ceux qui veulent approfondir le sujet, je pense que ce document sera assez instructif. Bon, maintenant, j'ouvre le débat pour l'ensemble des participants. S'ils ont des questions, qu'ils lèvent la main. Sinon, on peut prendre celles qui sont dans le chat ou dans la fenêtre des questions. Mais allez-y, n'hésitez pas à poser des questions à tous les intervenants que vous avez écoutés. On peut inviter déjà tous les intervenants à monter sur scène, mettre leur webcam. Il y avait une question, pourquoi ne pas décentraliser aussi les calculs en plus des transactions? Moi, pour le coup, je pense que c'est juste un choix de se dire, si on veut quelque chose de rapide, effectivement, en fait, on va devoir faire confiance à un acteur en particulier. Alors, ça ne veut pas dire qu'on lui fait confiance sur tout. Sur les optimistic roll-up, en fait, on part du principe que c'est valide. Simplement parce qu'en fait, il y a une punition derrière. Mais c'est la même chose avec le proof of stake d'ailleurs. On fait confiance aux gens, mais il y a un jeu de réfutation qui fait que j'ai une punition si je joue pas le jeu. Et par conséquent, ça nous permet de faire beaucoup plus de traitements de calcul. Ça nous permet de faire beaucoup plus de transactions parce que les calculs sont chez une personne. Enfin, une personne à un moment T. C'est surtout ça que je veux dire. Ok. De toute façon, le calcul décentralisé a toujours été un sujet de recherche très pointu. On peut décentraliser le calcul en sous-traitant un calcul à un serveur particulier, mais le fait que plusieurs serveurs fonctionnent en parallèle pour exécuter un calcul, c'est encore du domaine de la recherche. Mais bon, c'est pas... Il y avait une question, pardon, sur blockchain public, blockchain privé. J'avais donné une réponse. Je ne sais pas si un des intervenants veut parler pourquoi. Enfin, c'est une déclaration que j'ai faite moi-même, comme quoi les blockchains publics dominent, parce que les blockchains d'entreprise, en fait, d'après les dernières années, on a découvert, bon, il y en avait pas mal dans tous les domaines, surtout la traçabilité dans des secteurs de transport, de retail, de distribution, d'alimentation, de chaîne et tout ça. Et le problème, c'est qu'à la fin, on découvre que la gouvernance est de plus en plus centralisée. Et on perd la notion de blockchain parce qu'on découvre également que l'on peut faire la même application autour d'un système centralisé, autour d'une base de données. Et en plus, sans parler des investissements que les membres de l'écosystème qui a décidé de travailler sur une blockchain dite privée ou d'entreprise, ils doivent dédier du personnel, investir dans des machines, même si ces machines sont hébergées dans un cloud. Donc, ce serait une opération assez lourde sur le plan de l'investissement, l'apprentissage et la rentabilité, en fait, versus une option où on développe une blockchain d'entreprise, entre guillemets, hébergée dans une blockchain publique. C'est-à-dire, on isole dans une blockchain publique un certain nombre de nœuds qu'on peut traiter comme si c'était une blockchain privée. En fait, et puis en plus, il faut voir que les blockchains publiques sont énormes. Il y a des milliers et des milliers de nœuds. Ils fonctionnent d'une manière complètement décentralisée avec des valideurs qui sont indépendants des opérateurs des applications. Et ce qui fait que vraiment la notion de confiance est beaucoup plus respectée ou offerte dans des blockchains publiques que dans des blockchains privées. Enfin bon, mais le sujet est vraiment vaste. J'invite celui qui a posé la question, s'il veut qu'on discute là-dessus, on peut avoir une session ultérieurement pour que je lui passe des documents ou des références sur le sujet. Ok, d'autres questions?
Il y avait un point, je pense que là, ça va intéresser tous les acteurs blockchain qui sont autour de la table. Donc, c'est un point venant d'un représentant de l'État. La question était sur quel point une action, alors point avec un S, une action de l'État pourrait avoir un impact important pour le développement de l'écosystème français. Je peux prendre la parole un peu pour dire que on travaille dans la blockchain, bon, Alexandre, dans Systématique depuis pas mal d'années, avec Systématique comme porteur du flambeau, pour surtout associer la DGE, associer l'administration à ce qu'on est en train de faire autour de la blockchain. Et finalement, l'adhésion a été assez, on ne peut pas dire qu'on a été rejeté, on a été appuyé pour faire des études, mais ça n'a pas été au-delà de quelques études et d'un POC peut-être qui a été fait. Et pourquoi? C'est en fait, l'administration n'a pas encore compris l'intérêt réel, concret que l'on peut tirer de la blockchain. Parce que quand on parle de décentralisation, ça va à l'encontre d'une philosophie où l'État fonctionne en mode plutôt centralisé que décentralisé. Si on prend l'exemple de l'identité, quand on dit d'identité self-souveraine, les gens du ministère de l'Intérieur, ils vous regardent avec une certaine suspicion. Hein. C'est eux qui fournissent l'identité à une personne, à un individu. De là à comprendre l'identité attribuée à une personne physique, une entreprise, un objet, une application, il faut du temps. Donc, aujourd'hui, la seule application qui peut justifier vraiment une adhésion de l'État, c'est tout ce qui est identité et verifiable credential ou attestation, comme ça a été présenté par Eric. Il faut vraiment qu'il y ait des applications réelles autour d'un écosystème opérationnel et qui en veut pour que l'État soit attentif à l'initiative et finance tout projet autour du domaine. Donc, en attendant, ça va être des initiatives privées, à mon avis, comme ça se fait aux États-Unis. Hein. Pareil, la blockchain aux États-Unis, l'administration ne touche pas. Hein. Moi, je sais quelque chose parce que dans certaines études où il y a l'administration américaine, la blockchain, mettez ça à côté, ça ne nous intéresse pas. Mais, je peux peut-être compléter ta réponse, Naja. Je pense qu'en fait, la blockchain, comme on l'a montré tous finalement dans nos présentations, sur l'aspect sustainability, impact sur l'environnement, sont des technologies en fait qui permettent justement de bien monitorer l'impact à tous les niveaux d'une chaîne de valeur de manière décentralisée et d'encourager les opérateurs économiques de justement tendre, par cette transparence apportée, de tendre vers un impact carbone le plus faible possible. Et le fait que ça soit décentralisé, ça donne de l'agilité, de la rapidité. Voilà, donc finalement, pour répondre à la question, mais qu'est-ce que l'État peut faire? Moi, je reprends l'exemple, hein, je l'avais mis dans le chat, mais je reprends l'exemple sur le Battery Passport, qui est un DPP spécialisé dans la batterie, où les Allemands ont bien compris que en fait, la batterie des voitures électriques allait au-delà de son usage à bord de la voiture. C'était aussi pour faire du stockage d'énergie en deuxième vie, puis ensuite du recyclage pour récupérer les métaux rares et de les remettre dans une nouvelle génération de batteries et ainsi faire des économies et autres. Et donc, ils ont analysé, donc ils ont mis pas mal de moyens, je crois qu'ils ont mis 8 ou 10 millions sur la table à un groupe de travail qui a travaillé pendant quelques années, ce qui a donné naissance au Battery Pass, et avec pas mal de groupes de travail intégrant aussi bien des laboratoires comme le Fraunhofer Institute, qui est un peu notre CEA, et d'autres instituts, d'autres universités allemandes, plus les acteurs économiques que sont quelques constructeurs et autres, et même des startups, hein, parce que Twice est une startup dans le management, le pilotage des batteries, hein, avec les BMS, mais pas que, les SOH et tout ça. Donc, ils ont réussi à mettre tout un écosystème autour de la table pour construire une roadmap qui est faite à l'allemande, quoi, d'une manière, une précision magistrale, et qui permet justement toute l'économie allemande autour de cette transition énergétique d'avancer, quoi.
Et moi, j'aimerais bien que, effectivement, à la fois ce qui pourrait être le France Stratégie et le ministère de l'Industrie travaillent main dans la main avec des représentations, des organisations comme Systématique ou d'autres qui sont plus légères, comme les associations de start-up dans le monde de la blockchain, pour que, effectivement, on construise des plans et puis qu'on les déroule sur plusieurs années, quitte à ce qu'on trouve des relais ensuite au niveau de la Commission européenne. Ok, bah écoute, on est preneur, hein. On va organiser une session de travail là-dessus, et puis on essaiera d'approcher la nouvelle administration, hein, qui va prendre place bientôt. Bah, on fera ça avant septembre. Merci pour le complément, Eric. Alors, il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'un autre intervenant souhaiterait prendre la parole pour répondre à ce point-là? Je crois que c'était une remarque, si tu veux passer au mot de la fin. Ouais, bon. Nous allons passer justement sur la fin de ce webinaire. Voilà. Alors déjà, merci aux intervenants. Merci aussi Naja pour l'animation de cet événement. Merci aussi à Laetitia, que vous n'avez pas vu connecter, mais elle a géré la partie communication et création aussi de l'événement. Retrouvons-nous lors des prochains webinaires. Alors, j'ai le plaisir de sauter juste après sur celui sur la sécurisation des infrastructures et des réseaux numériques. On peut aussi se retrouver le 3 en présentiel sur Paris. Vous avez le programme justement sur le site web de Systématique. Il ne faut pas hésiter justement à nous contacter pour toute question sur l'adresse sodiptech@systématique-paris-région.org concernant justement ce festival. Et sinon, avec moi directement pour les sujets Web3 et blockchain. Et entre-temps, je vais vous souhaiter justement un agréable été. Et je vous dis bel été à tous. Oui. Rendez-vous par la suite pour parler blockchain et Web3. Et merci à tous les intervenants pour leur brillante présentation. Merci. Bonne journée. Très bonne journée à tous. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.